Bonsoir à tous et bienvenue pour cette toute première chronique de Magic the Gathering, édition sur la chaîne de Geek sur Twitch. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir faire ça aujourd'hui pour la simple et unique raison que c'est une récompense que j'avais mise sur ma chaîne Twitch, qui est toujours présente à l'heure actuelle, et que Dark Greens a tout simplement décidé de payer pour me demander de faire une analyse d'une édition de Magic the Gathering. Et l'édition dont on va parler aujourd'hui, et c'est dans le titre, Battle for Zendikar. Donc, le deuxième bloc qui se passe dans l'univers de Zendikar, donc le plan de Zendikar pour être plus précis, et avec lequel, alors, ce pamphlet-là, je vais y revenir à la fin, parce que c'est vraiment très intéressant de revenir dessus, étant donné que Blizzard n'a fait malheureusement plus depuis un certain temps. Je vais le poser là en attendant. Mais bref. Donc, déjà, sachez que, normalement, Dark Greens va venir dans cette vidéo, avec laquelle on va pouvoir discuter ensemble de cette fameuse édition de Battle for Zendikar. Mais malheureusement, il sera pas là avant 7h, donc. J'ai commencé à 6h, mais il sera pas là avant 7h, donc. Sachez tout simplement, qu'il va falloir attendre son arrivée. Qu'on va tout simplement attendre son arrivée. Allez, ciao! Non, c'est pas vrai, évidemment. Mais bref. Donc, aujourd'hui, donc, comme je le disais, on va parler de Battle for Zendikar, donc je sais, je me répète. Et par où commencer? Déjà, on va parler du contexte de cette édition, qui se passe quand même dans un chaos infernal dans l'univers de Zendikar Rising, où des Eldrazi ont complètement envahi toute la place au complet, là, c'est... pas toute la place au complet, mais tout simplement que c'est fou le bordel, tu sais, les personnages principaux, ils arrivent, il y a des... ils se transforment d'un plan à l'autre, puis là, ils arrivent et ils voient des Eldrazi en train de massacrer des PNJ, on va dire ça comme ça, à la pelle. Fait que, c'est le bordel, quoi. Mais bref. Tout ça pour dire que ça, c'est le contexte de Battle for Zendikar, la deuxième... Donc là-dedans, il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dedans. On a donc des Planeswalkers, on a... Évidemment, bon, des Planeswalkers, il y en a dans presque toutes les éditions, vous allez peut-être me dire. Mais des fois, pas toutes. Et des fois, il y en a qui sont juste tout pourris, pas assez intéressants et tout, mais bon. Voilà, on a quelques Planeswalkers intéressants. On a également... Il manquait plus que ça. Ok, non, c'est juste de mon côté, il n'y a pas d'image de perdu. Dieu merci, c'est juste moi le problème. Mais bref. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de choses intéressantes. On a des terrains à double couleur qui se passent sur les terrains. On a des cartes incolores, on a des cartes de toutes les couleurs. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes dont on va pouvoir parler dans cette édition, donc. De quoi on peut parler pour commencer? Alors, déjà, il y a malheureusement certaines mécaniques dont on ne parlera pas. Donc, par exemple, me semble que Ally, c'est quelque chose qui est vachement implanté, mais qui malheureusement, il y a aucune carte qui vaut le coup d'être mentionnée là-dedans. À part le fait qu'ils sont peut-être joués dans le Tribal Alley, mais... Et je pense que ce serait intéressant de d'abord vous parler de... Excusez-moi, je m'égaye un peu. De mes critères concernant les cartes que j'ai choisies de vous parler. Voilà, donc j'ai choisi certaines cartes dont j'avais envie de vous parler. Pour vous donner une idée, j'ai fait des scripts, voilà, donc j'ai ces deux papiers retournés et tout, voilà. Donc j'ai fait des scripts, donc histoire d'être sûr d'éviter d'oublier quoi que ce soit et oublier toutes les informations que j'ai recueillies, justement pour vous parler des cartes intéressantes à vous parler. Par exemple, en fait, sachez que je me fie d'abord au prix de face-to-face. Si je mentionne le prix de face-to-face, c'est tout simplement parce que j'ai choisi des cartes ayant au moins un minimum de 1$ au plus sur le site de Face-to-Face. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances que ces cartes-là, qui ont au moins une petite valeur respectable, soient jouées au moins ou qui soient intéressantes dans le format. Des cartes à 50 sous, il y a très peu de chances que ça arrive et c'est souvent des cartes qu'on mentionne presque jamais. Évidemment, je sais que ça existe des cartes qui ont justement une valeur de 50 sous ou qui valent moins, mais qui sont quand même jouables dans certains decks spécifiques. Mais voilà, donc j'ai préféré éviter de littéralement de mettre les Cloaky Pulva de plein de cartes, tout le monde s'en prend, tout le monde en a rien à faire là, de ça, là, de ces cochonneries-là là, qu'on jette à la poubelle, qu'on donne à des personnes qui commencent à jouer à Magic. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis fixé des petites règles, histoire d'éviter de me retrouver avec des tonnes de cartes à parler, alors qu'en réalité, ces cartes-là, on s'en fout, voilà. Bref. Donc... Déjà, on va augmenter la luminosité un petit peu de mon côté. Non, pas comme ça. Voilà, j'ai...
ça devrait être correct comme ça. Bon. Ma face est un petit peu trop lumineuse, je m'en excuse. La lumière est toute pourrie, faut vraiment que ça arrange ça, je sais. Mais bref, c'est pas très grave. Donc... Alors, Dark Green, comme je l'ai répété, il reviendra pas avant 3 heures, mais bref, ça je l'ai déjà dit. Bref! Donc sachez que l'édition, j'ai tout réuni les cartes, en fait, j'ai collectionné toutes les cartes. Je vais d'ailleurs installer la webcam, de manière à ce que ce soit visible. Voilà, donc, ça, voilà, et qu'on change ensuite pour catégorie là. Voilà, oups. Ça comme pas rapport pour l'instant. Voilà. Bref, ça c'est... Ok, ça c'est notre code par rapport, mais bref. Alors, déjà... Bienvenue. Vous allez peut-être me poser la question suivante, avant de commencer. Pourquoi je ne parle pas de Haunted Gatewatch en même temps? Ben pour 2 raisons. Déjà, parce que j'ai pas la collection des cartes au complet. Et que 2, ma manière de présenter que j'ai dans ma tête, avec laquelle je me suis préparé, c'est pas juste en ayant la facecam devant vous, puis juste vous montrer les cartes, comme vous l'avez vu, genre comme ça en fait. Tout simplement. Donc ça en gros, juste ma face comme ça, puis vous montrer les cartes comme ça, c'est pas ma manière de faire. J'aime pas ça. Je préfère vous montrer les cartes telles quelles sont en vrai. Et c'est donc pour ça que je préfère tout simplement faire ça comme ça. Donc vous voyez juste ma main. Donc je vais vous présenter les cartes qui sont quand même vachement intéressantes, que je vais vous montrer enfin en face. Et donc, on arrête avec mes niaiseries. Je vais tout simplement me mettre derrière. Et on va tout simplement commencer par Gideon, Gideon Ali of Zendikar. Voilà. Je vais le sortir de sa pochette. Voilà. Donc on commence par Gideon Ali of Zendikar. Un plaisir-cœur coûtant 4 dont 2 blancs. Et qui dit en gros... Ah ouais, c'est pour ça que j'ai mis l'image. C'est pour la simple raison qu'il y a le flash aussi en même temps. C'est vraiment problématique. Est-ce que j'ai ça la webcam qui... c'est probablement la lumière qui fuck tout là, je sais là, mais bref. Donc Gideon Ali of Zendikar, un plaisir-cœur coûtant 4 dont 2 blancs. Et qui dit en gros... plus 1, il se transforme en 5-5 indestructible qui prévient toutes les blessures infligées à lui jusqu'à la fin du tour. Son 0 lui permet de créer un jeton de chevalier 2-2. Je vais vous montrer juste après. Et son moins 4, qu'on peut faire d'ailleurs directement quand il entre en jeu, permet de vous donner un emblème qui donne tout simplement plus 1 aux créatures. Un emblème, parce que vous savez déjà ce que ça veut dire, c'est tout simplement un emblème qui fonctionne un peu comme des trucs impossibles à se débarrasser. Voilà. Mais moins 1, puis c'est pour toujours. Personne peut interagir avec les emblèmes et tout. Mais bref. Déjà, Gideon Blackblade, c'était déjà une ancienne star du standard. Alors, pour être honnête avec vous, je suis pas un gros connaisseur du standard. Moi, mes formats principaux, c'est le format moderne et le format Commander multijoueur. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Mais voilà. Et qui, au fil du temps, malgré le fait que c'était une bonne carte en tant que telle, a fini par être de moins en moins joué. Ce qui est un peu dommage. Notamment par... même en EDH, en fait. J'ai remarqué ça sur le site edh.rect. Donc, edh.rect. Normalement, j'ai inscrit ça là-dedans. Il y a bien Jiro qui va s'en servir dans un deck mono-blanc Super Friends. Jiro, en fait, c'est une 4-3 en gros pour 5 dons de blanc qui dit... c'est un tuteur de planeswalker que tu mets dans ta main. Et attends, je vais juste checker ses effets. Non, meilleure idée, je vais tout simplement vous montrer Jiro parce que je suis en train de le mentionner. Donc, à noter que Jiro a une carte en français vachement mieux que la version anglaise. Donc, je disais qu'il est probablement joué là-dedans, mais petite parenthèse, sachez que Jiro, comment dire, disons simplement que sa version française est mieux que la version anglaise. Parce que Jiro, là, si on traduit tel quel, c'est littéralement Jiro avec les yeux ouverts. C'est vraiment poche un peu. Tandis qu'en français, c'est plus classe, c'est Jiro face à la vérité. Ça, c'est mieux, je dirais. Mais pour ceux qui disent que les cartes en français sont toutes la merde, mangez la merde. Voilà.
Donc, effectivement, je le mentionne, c'est tout simplement une carte qu'on verra essentiellement dans le deck de Jeru. Par exemple. Parce que c'est un deck Super Friends mono blanc avec pas mal de cartes intéressantes à utiliser. Il y a plein de Planeswalkers blancs qui sont vachement intéressants. Les autres versions de Gideon, mais probablement d'autres idées que j'ai pas en tête. Mais bon. Il y a aussi Héros avec Rose pour de l'aggro, puisqu'il met des jetons en jeu. Moi, de mon côté, pour mon Gideon Alia Zendikar, je m'en sers dans mon deck de véhicule de Depala. Donc, en gros, mon Depala, c'est ça. Vous l'avez probablement déjà vu si vous m'avez vu dans mes lives sur Tabletop Simulator en Commander. Donc voilà. Donc, si vous m'avez vu jouer en Tabletop Simulator, vous m'avez probablement... en fait, c'est le dernier live que j'ai fait dimanche passé. J'ai joué justement Depala Pilote Exemplaire, et avec laquelle, bon, on l'a pas vu, mais je pense qu'on l'a même vu être défaussé au début de la game. On l'a vu être bilé, en fait. Mais en gros, je m'en sers, en fait, pour la création de jetons, et ainsi les utiliser comme véhicule, comme pilote, pardon, excusez-moi. Donc, pilote, c'est pas compliqué. Pour piloter les véhicules. Donc, je vais pas vous expliquer le concept des véhicules parce qu'on n'est pas vraiment là, mais voilà. Ça, c'est des exemples d'utilisation que j'utilise avec mon Gideon Alia Zendikar. Son moins 4 n'est pas très fort, d'autant plus qu'on est obligé de faire son plus 1 pour éviter qu'il meure, justement. Et après, encore une fois, il reste à un marqueur et il est facile à tuer et tout, bref. C'est son 0 qui est plus intéressant, en fait, parce que ça te donne une 2-2. Il y a que bizarrement les chevaliers alliés qui créent non pas vigilance. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Bref, je vais passer les feuilles. Donc c'est ça. D'autres choses à dire. Bah écoutez, c'est ça. Ça c'était la première carte que je voulais vous montrer. Donc Gideon Blackblade. En passant, juste une chose, sachez. Je pense avoir une meilleure idée là-dedans. On va commencer tout simplement... par relever finalement la caméra. Je pense que ce serait plus intéressant de vous le montrer directement à la place. Comme ça. Ouais, je change d'idée en cours de route. Voilà. Et je pense que ce serait plus intéressant de vous montrer... bon, là je vous montre juste le cahier, là. Voilà. Donc, je vous montre le cahier comme ça, voilà. Voilà. Je le fais comme ça. Ah. Donc, je pense que face comme ça, ça va être vachement plus intéressant. Capture de fenêtre. Et devant la webcam, évidemment. Je pense que c'est mieux de même, en fait. Simplement. Donc, mon chat est ici. Ça, c'est mon logo. Non, ça, c'est juste mauvais. C'est une très mauvaise idée. Bref, je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, je change d'idée en cours de route, en plein milieu de mon live et tout. J'ai vraiment l'air d'un gars qui change ses idées à la dernière minute. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ça c'était Gideon Blackblade. Alia Zendikar, pardon. Je suis habitué à dire Blackblade parce que c'est Gideon Blackblade, je le joue dans mon deck de humain, donc je dis tout le temps ça. Bref. Voilà, c'est un vieux réflexe. On se casse pas d'admettre ça. Allez. Prochaine carte que je vais vous montrer, le Felidar Sovereign. Là voilà. Donc le Felidar Sovereign, qui est une réédition du tout premier Zendikar, tout court. Le voici. Ouais. Je vous le montre. Donc le Felidar Sovereign. Encore faut-il que le focus se fasse bien, s'il vous plaît. Voilà. Donc le Felidar Sovereign, c'est une 4-6 Vigilance Lifelink pour 6 non 2 blancs. Et qui dit au début de ton tour, eh ben, si t'as 40 points de vie ou plus, tu gagnes la game. Voilà, c'est juste cave de même. Donc Felidar Sovereign, c'est pas compliqué. C'est une carte vachement intéressante pour n'importe quel deck de Game Live parce que c'est une condition victoire au sens littéral du terme. Voilà, tu te mets full de vie, tu poses ça en jeu, même si t'as de la chance avec le flash, et tu gagnes la game instantanément avec ça. Voilà, il n'y a pas de complication à faire, c'est littéralement ça. Voilà, c'est juste cave de même. C'est tellement cave. Non, en fait, c'est pas tant cave que ça, pour la simple et raison que les adversaires vont le voir venir, que ça coûte 6,
et que c'est long à mettre en place parce qu'il faut attendre un tour de table complet pour le faire. Bref, il y en a qui disent que c'est pété, mais c'est pas le cas. Hein. C'est clairement pas le cas. C'est pas parce que tu commences à 40 points de vie que ça devient pété, parce que le problème, c'est qu'encore une fois, il coûte 6. Le fait que il faut attendre un tour de table complet, fait que les gens ont largement le temps de réagir. Pas exagéré, c'est loin d'être pété. Ça reste quand même une bonne condition de victoire pour n'importe quel deck de gain de life qui se base sur le gain de points de vie. Évidemment, des exemples, il en manque pas, genre mon Obsédat, tu le joues. Il y a Karlov, évidemment, aussi. Sinon, si je check un petit peu dans H.rect, Felidor, Sovereign, voilà. En fait, tous les decks de gain de life, en fait, je me casse la tête à chercher sur H.rect, mais voilà, on se casse pas la tête avec ça. Oloron, évidemment, il faut pas l'oublier, le fameux Oloron, celui qui a carrément été banni en duel commandant très vite parce que le fait de gagner beaucoup de points de vie, 2 points de vie par tour, sans bouger de son cul. Voilà, je suis très vulgaire, je m'en excuse. Mais voilà. C'est un peu... Voilà, cassez-vous pas avec ça, tous les decks de gain life. Trossani aussi, vu qu'il fait gagner des points de vie avec l'endurance des créatures, c'est parfait aussi d'un deck. Bref, il y a plein d'exemples là-dessus. Bref, Felidor Sovereign, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que c'est une bonne condition victoire pour n'importe quel deck de gain life. Tous les exemples que vous citez, c'est rien par rapport au nombre d'exemples qui existent. Cassez-vous pas la tête avec ça, je vous laisse aller checker par vous-même. Bordel, il y avait des cartes sur le côté et ils n'étaient pas censés tomber. Je vais tout simplement les mettre dans un endroit plus approprié. Voilà. Bon. Malheureusement, c'était les 2 seules cartes blanches intéressantes que j'ai trouvées. Donc on passe au bleu. Allez, let's go. Ça fait déjà 20 minutes et... ouais, je pensais pas que ça... J'ai comme l'impression que ça risque de passer beaucoup plus vite. Je sais même pas si Dark Greens va pouvoir arriver à temps, en fait. Parce que je pense assez rapidement ces cartes, en fait, pour être honnête avec vous. Mais bon, il y a des choses qui arrivent. On passe au bleu, maintenant. Donc, dans le bleu, il y a un rituel de tour supplémentaire. Et qui s'appelle Pars Waterveil. Je vais aller le chercher dessus. Pars Waterveil. Voilà. Donc, il est un sort de tour supplémentaire. Qui coûte très cher. Qui coûte 6 quand même. Et retire de ton sachet. Voilà. Donc, un Pars Waterveil. Qui est tout simplement un rituel coûtant 6 dons de bleu. Et qui vous donne un tour supplémentaire. Et tu l'exiles après. Ça, les tours supplémentaires comme ça qui s'exilent à la fin, c'est surtout pour éviter qu'on en abuse, en fait, qui ont décidé de mettre cette précision-là. Cette règle-là sur ces cartes-là. Alors que la plupart du temps... Attends. Ah! J'essaie de bouger le moins possible. Voilà. Et il y a la capacité Awaken 6. Qui coûte 9 dont 3 bleus. Et qui permet, en fait, une fois que t'as casté, de mettre 6 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Non, sur un terrain que tu contrôles. Et ce terrain devient une créature 0-0 avec la célérité. Alors, non, ce n'est pas une pure 0-0, c'est une 0-0 avec 6 marqueurs plus 1 plus 1. Donc, 6 marqueurs plus 1 plus 1. Donc, techniquement, c'est une 6-6 en tant que tel. Donc, ce sort de tour-là, ben, ça va être joué dans des decks qui vont l'exploiter de façon complètement dégénérée. Hein. Ça reste des tours supplémentaires, en fait. Donc, les tours supplémentaires qui sont joués dans des decks qui vont abuser des tours supplémentaires de façon injuste pour n'importe quel joueur. Je pense notamment, par exemple... je pense notamment, évidemment, au fameux God Eternal Kefnet, qui peut carrément vous permettre de le jouer, mais pour tout de moins. Jin Didalticas qui va le copier. Narset, évidemment. Narset Alignment Master, qui va, bien évidemment, si vous avez la chance, pouvoir casser ce genre de sort-là. Etrexp Master of Dress. Ou bien, justement, moi, de mon côté, je le joue... Ben, je le jouerais parce que je sais pas... Parce que je pense qu'il est encore en proxy dans ce deck-là. Mais je jouerais dans mon Noyadar Royal Shepherd. Alors, Noyadar Royal Shepherd, c'est pas un commandant dont je vais vous parler. Pour la simple raison qu'il y a malheureusement, il y a peu d'intérêt. Mais, pas peu d'intérêt, c'est tout simplement un commandant que je joue de mon côté. Mais malheureusement, il respecte pas mes critères concernant la valeur des cartes dont je voulais acheter, en fait. Donc dans Noyadar c'est pas bien parce que tu casses un sort, il met 3 marqueurs plus 1 sur un land, puis
tu en mets 6 autres derrière si tu le casses pour son Awaken Ghost. Et t'as un tour supplémentaire derrière, fait que tu continues des attaques et tout. Les tours supplémentaires, ça reste généralement très cool pour n'importe quel deck. Mais généralement, il existe des tours supplémentaires qui sont bien évidemment meilleurs que Path of Waterwell, mais quand on a besoin de beaucoup, eh ben, tu le mets dans le deck par défaut, c'est littéralement ça. Donc, évidemment, on a certains tours supplémentaires qui ne s'exilent pas, ce qui fait que tu peux les rejouer depuis le cimetière et en abuser de manière complètement dégénérée. Ça n'arrivera plus jamais chez Magic the Gathering, je vous le garantis. Sinon, ben voilà, tous les decks qui ont besoin des tours supplémentaires. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce sort-là. Pas jamais marqué. Deathnet, évidemment, qui le copie, ça je l'avais déjà dit. De le faire gratuitement. Ah non, c'est vrai, Narcisse, c'est encore pire parce que tu peux le faire gratuitement. J'avais oublié qu'elle faisait ça en fait. Quand elle attaque, t'exiles les 2 cartes du dessus de ta librairie. Les 4 cartes du dessus de ta librairie, tu prends un sort puis tu le joues gratuitement. Fait que tu peux jouer des tours supplémentaires gratuitement comme un dégénéré mental. C'est ça stupide en fait. Oh, puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent mettre des tours supplémentaires mais qui n'ont pas assez de budget, bon, justement, faut pas l'oublier ça. C'est quand même un bon sort de tours supplémentaires pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget également. Parce que oui, des fois, il y a des cartes qui valent très cher, surtout au niveau des tours supplémentaires. Ceux qui coûtent 5 de base mais qui n'ont pas le fait qu'ils s'exilent depuis le cimetière. Salut Dark Green, j'espère que tu vas bien! Donc, je suppose qu'à l'heure actuelle, tu es en train de souper. Donc là, je sais pas si tu m'as envoyé un appel. Pour être sûr de me préparer à ton arrivée. Ah oui, évidemment. Ah, t'as fini? Ah, c'est super cool. Fait que ça veut dire que tu vas pouvoir me rejoindre. Attends, je te passe un appel. Je sais pas si t'es prêt là. Donc oui, je devrais être prêt. Ah, parfait. Attends, je te passe un appel. J'ai comme entendu un me. Salut Dark Green, j'espère que tu vas super bien de ton côté. Ben oui, excusez-moi de retard, comme dit, j'ai fini quand même assez, genre, flush, j'étais comme, alors, je vais être là pour 6 heures. Je me suis dépêché de venir de manger, puis ben voilà. Ah, c'est vraiment super gentil. D'autant plus que tu m'avais dit que t'arriverais plus vers 7 heures, mais que t'es quand même arrivé 30 minutes. 30 minutes Yes, effectivement. Ça, c'est cool, ça. Donc, déjà, c'est toi que je remercie. Je veux d'abord te remercier de base. Bon, justement, parce que c'est toi qui as dépensé les 10 000 points pour que tu fasses cette chronique sur l'analyse de Path of Zendikar. Effectivement. Très beau set, je vous dirais. Surtout, je dirais, un des notes. Ben, sûrement, tu l'as déjà dit, là, la Fanatoire aussi, que c'était le premier set qui a eu les Expeditions, justement, les laines super rares, que t'avais une par 6 boîtes. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, on va en parler vers la fin, ça. Parce que Mais ça, c'est vraiment la surprise de fin, là. Oh, oui. Mais bref. Là, si tu veux savoir où je t'ai rendu, je sais pas si t'as vu la partie avec les 2 cartes blanches que j'ai présentées en premier. J'ai vu que t'as fait Gideon, puis t'as fait... le gardien Philidor. Ouais. Est-ce que t'avais parlé justement que le gardien Philidor, c'était un reprint qui était mythique avant dans le premier set de Zendikar, justement? Ah, le fait qu'il y avait c'était une mythique, ça je l'avais pas précisé en effet, t'as totalement raison. Mais je l'avais déjà précisé que c'était effectivement une reprint. Et voilà. Donc, Gideon, standard, c'était une carte à genre. C'est la carte la plus chère du set de Battle of Zendikar, me semble, quand Gideon était printé en standard. En fait, dans le temps-là, c'est. Oui. Même plus qu'une certaine carte incolore dont on tairait le nom parce qu'on va le présenter à toute fin? Oui, tout à fait. Me semble que c'était la deuxième carte, c'était la carte incolore, justement. Ouais, en effet. Là aujourd'hui, c'est plus même pas, c'est même pas l'inverse aujourd'hui parce qu'il y a des cartes un petit peu plus chères, mais bon. Ben, dans le set de Battle of Zendikar, je pense que la dernière carte, c'en est un, mais Gideon a quand même beaucoup baissé de prix depuis que justement il est sorti du standard. Du fait qu'il était un petit peu joué moderne, mais après ça, c'est fait outclass par ben d'autres cartes. Là. Et surtout qu'à l'heure actuelle, même en Commander multijoueur, il est de moins en moins joué, malheureusement. Effectivement. C'est ça qui est dommage, parce que moi, de mon côté, je m'en sers dans des pas là, puis il fonctionne très bien avec ces deux qui peut servir de pilote. Mais un des fun facts, quand même, c'était dans les premiers Planeswalkers qui pouvaient directement ultimate le tour qui arrivait en jeu pour faire son emblème. Qui était, je pense, il n'y en a jamais eu vraiment d'autres. Il y en a eu d'autres plus tard. J'ai un exemple. Dans M21, je pense, il y a une Chandra qui donnait un emblème sur l'autre joueur qui se prenait un dégât, quelque chose comme ça. Mais c'était la première révolution, je pense, tu pouvais littéralement avoir un Planeswalker qui pouvait ultimate dès le tour qui arrivait en jeu. Ben, c'est pas le premier à faire. Ben, en fait, ça n'a pas été le dernier. Ça n'a pas été le seul
Non, effectivement. Parce qu'après, on a eu des Planeswalkers qui ont effectivement la possibilité de faire leur capacité qui coûte le plus cher en termes de marqueur loyauté, mais c'est pas forcément des capacités qui sont bien pétées. Non, effectivement. T'as un emblème plus option 1, c'était quand même assez bon overboard. Fun fact là-dessus, dans Battle of Zendikar, Gideon était quand même une carte assez importante. J'ai été au Grand Prix de Québec quand Battle of Zendikar était sorti. Et une des affaires qui était vraiment le fun, parce que je sais pas si tu vas en parler du set de Dragon of Tarkir, mais j'avais Dragonlord Silumgar, qui dit spécifiquement que tu prends le contrôle d'une créature ou d'un Planeswalker jusqu'à temps que tu perds le contrôle de Dragonlord Silumgar. L'adversaire a décidé de faire un token 2-2, donc j'ai pris son Gideon et j'ai fait son ultimate pour l'envoyer au cimetière pour avoir un emblème plus simple, puis ça m'a pas gagné les games à cause de ça. Oh mon dieu, ça c'était Ah, vraiment c'était- méchant, mais c'était bien joué par contre. Ouh, le gars était comme. C'était pas cet emblème-là, je t'aurais perdu. Ben, c'est à toi de faire l'emblème. T'avais juste à faire ce que t'étais censé prévoir, même si tu savais pas que j'avais ça dans mes mains. Exact. Ah, puis en passant, t'es rendu au niveau 50 dans mes level up. T'es un joueur expert! Merci d'être en passant. Même si c'était prévu aujourd'hui. Ben oui, mais c'est ça. Ben, faut être là pareil. En tout cas, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis là, franchement, là, je savais pas. C'est quand même drôle la force que t'as faite, là. Oui. Ah non, effectivement, moi j'ai comme genre, oh, ça va être mal pour lui. Moi, j'aime ça, les forces de même. Bref. Donc là, on vient de revenir sur Gideon Blackblade. Blackblade. T'arrêtes pas de répéter Blackblade, bordel! C'est Battle for. Ally of Zendikar. Merci, merci beaucoup. Donc là, on vient de revenir, donner des précisions, et là, on était rendu dans Pass of Waterville, qui est un tour supplémentaire, voilà. C'est simplement un sort de tour supplémentaire pour 6 noms de bleu, et qui permet justement de gagner un tour supplémentaire, mais qui est exilé après, comme des sorts de tour supplémentaires suivants qu'il va avoir, à l'exception de Nexus of Fate. Erreur. Ouais. Ouais, pire que ça, il va même pas au cimetière, il est remélangé dans la bibliothèque, ce qui fait que tu peux aller le chercher. Non, c'est ça. Non, tu le mélanges pas, tu le bannes dans le standard parce que c'est trop fort. Ah, Quand oui. c'est rendu que tu as une carte qui est exclusive en achat de boîte et que tu dois en avoir 4 puis sont foil, fait que le problème des cartes qui curvent, c'est pas compliqué. Fait que tu le bannes parce que justement, ça n'a pas de sens. C'est surtout parce que c'est une carte ben trop forte et qui était trop injuste surtout, là. C'est un tour supplémentaire en instant speed. Juste ça. C'est un instant speed? Attends, je veux checker ça, là. Si je me trompe pas, Nexus of Fate, c'est un instant speed. Ça, c'est un Nex. Je peux pas, là, un tour C'est supplémentaire. un instant speed. Parce que le monde, oui, dans le temps du standard, qu'est-ce que le monde faisait? C'est avec Unclaimed Territory. Ça, Unclaimed Territory, celui qui, à la fin de ton tour, tu untapes tes laines. Ils tapaient leur mana, untappaient, tapaient, tour supplémentaire. Tabarnouche, que c'est laid, ça! C'est pour ça que j'ai même banni. pas vu ça. Oh my god! Oh. Mais là-dessus, je trouve que tu as un très beau amené, un très bon point. Part of the Waterville, oui, ça coûte 6. C'est quand même un des moins efficaces tours supplémentaires. Mais le fait que c'est un budget tour supplémentaire. Oui, en effet, je l'avais bien précisé. Parce qu'en effet, des gens, des fois, ils ont besoin de tours supplémentaires, mais ils n'ont pas assez d'argent. Parce qu'il y a certains tours. Il y a certains sorts de tours supplémentaires qui valent aujourd'hui vraiment cher. Il y en a qui valent genre 20$, il y en a même 30$. Ouais. Je pense. T'sais, genre juste Time Warp. Time Warp, ce serait le tour supplémentaire comme assez basic. 5 tours supplémentaires. 5 de mana, tour supplémentaire, pas exil. Ça vaut genre 30 quelques piastres, je pense. C'est pas si vieille que ça comme carte en plus. C'est ça le pire. C'est genre une carte qui vient N13 par exemple, me semble. Ouais. N13, puis ils l'ont prêté dans Strix7. Ah oui, c'est vrai, dans les Mystical Archives, oui. Exactement. J'en ai une en japonais, justement. Bref. Donc, Part de Waterville, ça c'est fait. Ouais. On va maintenant passer à un petit enchantement vachement intéressant qui a déjà été joué dans le format moderne et qui est tout simplement un de mes formats de prédilection et qui est quand même plus cool. Retreat Corahelm. Celle-là, me semble, ça venait d'un combo. Ah oui, avec. Oui. Oui, vas-y, je te laisse expliquer. Le voilà. Donc, déjà, on va commencer simple, parce que dans le format moderne, il y avait une combo infinie avec Retreat de Corahelm, plus le Knight of the Reliquary. Donc, je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc, je vais revenir en arrière et puis vous me montrer. Knight of the
Puis, quelque chose. Bon, ah, Je veux ouais, dire, parfait. le Coralem vérifie le premier effet du landfall. C'est ça qui est le plus important. Yes! Donc, en gros, cette Knight of the Reliquary, c'est une 2-2 pour 3 dont un vert et un blanc qui dit qu'en plus un plus 1 pour chaque carte d'entre ces bon. Ça, c'est juste pour gagner, en gros. Mais la capacité la plus importante, c'est s'engager, sacrifier une forêt ou une plaine, d'aller chercher un land puis le mettre en jeu. Et ensuite de Un ça, laine! un land, oui. Un C'est terrain. n'importe quoi. Puis à côté, t'as ça qui dit quand à chaque fois que t'as un terrain entre en jeu, tu actives l'une des capacités suivantes. Soit tu fais un scry 1, soit tu détapes ou tapes une créature. Le plus important ici, c'est l'untap. Voici la combo en question. Tu actives la capacité du Reliquary of the Night, ou Knight of the Reliquary, je me suis trompé, la dernière prononciation était la bonne. Ensuite, tu t'en vas chercher un terrain qui arrive en jeu. Quand elle arrive en jeu, tu actives la capacité, tu untapes ton Knight of the Reliquary. Tu resacrifies un terrain, et tu recommences ensuite à chaque fois pour tout simplement remplir ton cimetière de terrain, et ainsi avoir une Reliquary bien pétée, avec beaucoup de stats, grosse va-et-vient, qui a certes pas le trample, mais qui est quand même une grosse patate géante de gros ton. Voilà. Puis surtout que tu pigeras plus nécessairement de laine de la game du fait que tu les as tout enlevés de ton deck. Ouais, c'est littéralement le meilleur fetchland de l'histoire de l'humanité. Exact. Puis, j'en ai une affaire spécifique aussi, le Knight of Reliquary va chercher un laine. Donc, genre, Bojakubog était joué dans ce deck-là en une copie juste pour aller le chercher pour exiler un cimetière à partir d'un laine, justement. Ouais, ce qui en faisait une excellente carte de side contre les decks dredge, les decks à base de cimetière. Ce qui est dommage, c'est que cette combo est plus vraiment jouée aujourd'hui. Je pense être trop lente avec la méta moderne actuelle, je te dirais. Ouais, c'est triste. Bon. C'est quand même 2 cartes à 3 mana. Là. Ça a l'air bizarre de même, là, mais oui, Ouais. moderne, c'est rapide. Oui, c'est sacrément rapide aujourd'hui. Bien qu'il y a peut-être une petite exagération autour de la rapidité de moderne, mais ça reste quand même un format très rapide, faut pas déconner non plus. Mais ça reste que cette combo-là a déjà existé dans l'histoire de moderne et dans l'histoire des decks de moderne. Mais il n'y a pas que le format moderne qui jouait cette carte-là. Il y a également le Commander multijoueur. Ah bah oui. Ben oui, pour le même principe. Ben oui, pour le même principe. Tu sais. Même pas, en fait. Il y a des commanders qui sont capables de s'en servir de façon vraiment correctement. Ça, je veux dire. Comment dire? C'est un bon filtrateur de top deck, justement, avec le Scry 1. C'est bon. Voilà, ça a l'air niaiseux de même, mais tu peux aussi t'en servir pour détaper des créatures à mana. Genre, par exemple, ce que j'ai inscrit ici, c'est. Allez chercher. Le Bentic Druid. Tu sais, le druide qui te donne un mana de la couleur de ton choix, mais qu'une fois avec 3 marqueurs plus 1 plus 1, une fois qu'il y a des marqueurs plus 1 plus 1, même n'importe quel marqueur, en fait, tout court, et ben en fait, tu le tapes pour 3 mana. Oui, Kabistor, effectivement. En fait, tu poses juste le terrain, tu le détapes, tu fais genre 6 mana au lieu de 3. Genre. Effectivement, c'est assez. Ou genre Bloom Tender. T'es celui qui fait un mana pour chaque couleur, chaque permanent que t'as. T'as déjà le vert puis le bleu avec Return to Color Name. Techniquement, oui. Fait que, ouais. Sinon, il y avait le Omnad Locus of Creation qui s'en servait de manière assez bien, évidemment. Ah bah oui, hein. Lui, on va peut-être en reparler à un moment donné, me semble. Là. Il est vachement fort. Ah, puis il y a aussi une autre carte, un autre commandeur qui s'appelle Merieki. Merieki Ribenti. Je vais aller le checker, là. Ici, et je vais essayer de le checker. Go! Je voudrais, de base, n'importe quel commander qui a un tap effect qui peut jouer dans le bleu, Richie Caroline, c'est juste littéralement Maryland, tu peux faire une deuxième fois. Exemple, Prime Minister Vannifar. Sacrifie une créature, va Birding Pot, sacrifie une créature, va chez un de plus. Tu joues un land, tu l'untapes. Si c'est un fetch land, ben, tu peux le faire une deuxième fois de plus. Fait que tu peux comme juste aller vite. Puis effectivement, j'ai pas pensé. Ouais, c'est effectivement très bon avec elle, Marieke Ribenti. Il y en a un qui dit qu'il se dégage pas pendant la phase d'entretien, sauf que tu peux l'engager pour pogner le contrôle d'une créature et ainsi en garder le contrôle. Et au pire, si elle se dégage ou si elle disparaît, quitte le champ de bataille en gros, la créature est détruite. Et non, c'est pas sacrifié. Bury, c'est pas sacrifié, c'est détruite. Effectivement. Et du coup, ce qui fait que tu peux juste dire, hey, je vais poser un terrain, je vais la dégager, et du coup, tu perds ton bonhomme. Et je vais en repiquer un autre derrière. Et voilà. Voilà, ça là. Tu joues une fetch. tout est mieux avec des fetch. Oui.
Tout est bien. Les fêtes, c'est avant les meilleures cartes au monde. Certains diront que c'est la meilleure carte du monde, c'est Hill, juste pour la blague. Et Ouais. certains diront que c'est l'effet Chillan. Puis moi, de mon côté, je vais dire, c'est Deflected Paw, la meilleure carte de Magic ever. Voilà, je vais vous montrer Deflecting Palm. C'est le fun. J'ai déjà vu du monde gagner des games de moderne avec Deflecting Paw. Tu sais, exemple, un deck de burn, tu fais t'as un deck aggro, tu fais beaucoup de dégâts. Ok, Deflecting Paw. C'est genre un burn de 6 ou de 8 des fois. Là. J'ai déjà gagné une game contre un Burn aussi, mais c'est surtout déjà gagné contre un gars qui avait utilisé un Emeractuel contre moi. Mais c'est ça. Ça, Là, tu me fais c'était de la 15. meilleure que j'ai faite. Là, tu me fesses de 15. Non, non. Déjà, te fesses de 15. Oui. Je l'ai aussi déjà fait contre un deck affinité à l'époque où ça marchait encore, là. Où, Oui. où le Mox Opal était justement légal. Tu sais, le gros deck affinité qui crache sa main en un tour, là. Avec Ok. les stretch champions. Pas les stretch champions, mais. Tu sais, les champions de 2 protections contre toutes les couleurs, quand t'as 3 artefacts de Oui. plus. Champion, ouais. Et c'est ça, il y avait équipé, il était rendu 10-10. J'ai fait. Non. Tu prends 10, puis je t'achève au bolt. Non, c'est ça. J'ai gagné le match grâce à ça. J'étais très satisfait quand ça marche. Ben, c'est le fun, surtout que le monde s'attende pas à Deflecting Paw nécessairement. Oui, parce qu'il y en a qui disent oh, c'est trop situationnel, c'est pas très utile. Non. Mais là, je pense qu'on est hors sujet, hein, parce que Deflecting Paw, c'est pas du tout dans l'édition de Battle for Zendikar. C'est dans Kens of Tarkir. Et dans Commander Legend, mais Commander Legend, c'est encore aussi hors sujet. Et voilà. Revenons à nous. Revenons sur le bon plan, voilà. Oui, on va revenir sur le bon plan. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer la carte en question que j'ai, parce que j'ai toute la collection. Donc voilà. Donc je vous montre la carte telle qu'il est. Parce que oui, je la possède, les cartes de la collection, et que chaque carte que je veux présenter, je la montre. C'est ça qui est le fun. Ben oui. Bon, faudrait que ça fasse le point, bien évidemment. Allez. Ouais, le focus, il est tough, le focus. C'est pour ça que je dis des fois avoir des Ben, il y a aussi caméras spéciales pour ça. Ouais, il y a surtout que ma lumière est dégueulasse. C'est surtout ça, en fait. Ah, alright. Donc là, vous voyez la carte comme du monde. Ah, voilà. Ah, c'est bien. Donc, franchement, une bonne carte à combo, mais aussi qui trigger bien avec plein d'affaires et tout. Bon. À ce temps, on passe au bleu et on va commencer directement par la mythique de l'édition. Non, t'es pas déjà dans le bleu? En fait, il y avait que 2 cartes aussi dans le bleu, tout comme dans le blanc. Ah! Ok. Ouais. Après, l'édition est quand même à 274 cartes, mais ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de cartes intéressantes à présenter. Non, effectivement, il y a beaucoup de cartes qui sont un peu tombées dans l'oubli. Des cartes qui sont souvent sont super bonnes en standard. Ben, peut-être tu vas en parler dans le vert, peut-être. Fait que je vais attendre, voir ça amener, mais des cartes où est-ce que c'était bon dans le temps standard, mais après ça, c'est même plus joué. T'sais. Ok. Il est temps maintenant de vous présenter Drano Liberator of Malakir. Ah oui. Cette 2-3 Flying First Strike pour 3 dans 2 noirs. Et qui dit en gros, quand elle fait des dégâts à un joueur, elle met un marqueur plus option sur chaque attacking créature que tu contrôles. Donc elle-même ça compte, mais elle ne bénéficiera pas de la puissance du marqueur dès son premier coup. Donc je vous fais le focus s'il vous plaît. Ah, je pense que tu l'as en français, je pense, de ce que je vois là. Non, je l'ai pas en français. Oui, t'as ben trop raison, je l'ai en français. Ah ouais, enfin. Je voyais il savait pas allier, il savait allier ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc je l'ai en français, et pour ceux qui disent que les cartes en français c'est de la merde, mangez de la merde. Encore une fois, je l'ai déjà dit. le seul argument que j'ai contre là-dessus, c'est oui, c'est le fun pour le français, le problème c'est la valeur de revente. C'est difficile de trader une carte en français. C'est vrai, il y en a. Ouais, c'est dommage qu'il y ait aussi peu de monde qui aime ça, les cartes dans d'autres langues. Non, mais ça. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai quand même un temps de vaisselle. Tu sais, le temps de vaisselle, c'est un artefact qui permet d'avoir un mana d'un color pour te maximum 5. Mais j'en ai une version allemand Extended Art Foil. Ah, mais c'est cool ça. Quand je suis tombé dessus, je me dis, je le veux.
Non, je comprends, des fois, une des affaires qui peut être le fun, c'est quand tu pognes ce qu'ils appellent foreign, une carte en français à niaiseux, mais dans l'univers de Magic, c'est considéré comme une carte foreign. Ça veut dire un langage qui n'est pas une langue primaire, soit l'anglais puis le japonais. Oui, en effet. Ce qui fait que souvent, les revendeurs vont avoir des cartes. J'ai un exemple. Moi, j'ai un playset de Path to Exile qui est en italien. Pourquoi? Parce que Path to Exile, dans ce temps-là, valait comme genre quasiment 10-12$ chaque. Puis que justement, en promo, tu sais, fait que j'étais comme, ben, tu sais quoi, il était 8$. Puis là, en plus, j'ai capable de baisser le prix encore. Fait que tu fais comme, ouais, mais tu sais, je paye 5$ de moins, puis je l'ai dans une autre langue. Je sais qu'est-ce que Path to Exile fait. Pourquoi pas, tu sais. Bon, ok, revenons dans Drana Liberator, donc. Mhm. Alors, Drana, en gros, pour faire simple, c'est une créature vraiment orientée aggro. C'est assez simple à comprendre. Tu smashes la gueule avec des créatures, ils donnent des marqueurs +1, puis tu continues jusqu'à ce que tout le monde crève. Voilà. Et pourtant, le problème, c'est que sur Interage.rect, si vous allez faire un tour et vous tapez le Commander Drana Liberator Malaga, il y a 99% des decks et toutes les cartes qui sont mises en avant, c'est juste des cartes de Tribal Vampire. Et Est-ce qu'un ça, marqueur fait meilleur job que ça? oui, elle peut faire mieux que ça, évidemment. Mais c'est un tout petit peu le son, je sais pas si on t'entend trop fort. Ah, c'est une bonne question, ça. Attends. Peux-tu faire un test? Mieux que ça, On va faire évidemment. un test. Mais c'est un tout petit peu le son, je sais pas si on t'entend trop fort. Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, c'est parfait en fait. C'est parfait comme ça. Ok, c'est testé, parfait. Bon! Je vais revenir sur Andrana, évidemment. Mhm. La lumière. On dirait que j'ai fait un claque, puis ça fait. Plus de lumière. Mais bon. Ah! Ouais, faut vraiment que je trouve une meilleure lumière à un moment donné. Mais c'est pas grave, bref, revenons à Drana. Drana, Libérateur Malikaire. Le problème, c'est que toutes les cartes mises en avant dans Interage.reg, c'est littéralement des cartes de vampires. Ce qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, on peut faire plus que ça avec elle. Je pense que le point, c'est que quand elle est sortie, il n'y avait pas beaucoup de tribal de vampires. Donc, peut-être c'est une des raisons pourquoi, comme elle a beaucoup de decks. Là, 99 decks, c'est pas tant gros. Là. Ça en est les yeux, 99 decks, là, c'est pas beaucoup là, sur les Shrek. Là. Mais peut-être c'est une des raisons pourquoi, quand elle est sortie, il n'y avait pas tant de decks de vampires. Fait que... Ben, en fait, ce qui me fait dire qu'elle peut faire mieux que ça, c'est parce que c'est pas une carte de tribal vampire, techniquement parlant. Elle dit pas donner un marqueur +1 aux créatures attaquantes vampires que tu contrôles. C'est juste les créatures attaquantes. Et plus un commander de compteur +1/+1 que d'un deck de vampires, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça peut ressembler à ça. Même si le noir pour les decks de compteur +1/+1, c'est beaucoup moins courant qu'avec le vert et le blanc, ça reste dans une optique assez intéressante. Tu sais, je veux dire, t'as des cartes par exemple qui ont pas le Undying, excuse, mais. C'est quoi déjà l'autre terme, l'inverse? Undying, c'est il arrive avec un marqueur +1/+1 en revenant du cimetière quand il meurt, puis l'autre c'est. Quoi? Persiste. Exactement. Ça fonctionne très bien avec des créatures persistes, même s'ils sont pas très nombreux en noir là-dedans. On peut y mentionner également des créatures comme avec le Wither par exemple. Oui. Tu sais, ceux qui mettent des marqueurs avec des marqueurs de manière très agressivement, c'est quand même pas si mal. Tu affaiblis avec des marqueurs moins inférieurs, c'est les créatures adverses. Puis surtout qu'en plus, elle a First Strike. Et surtout qu'en plus, les créatures gagnent leur marqueur +1/+1. Enfin, ceux qui ont pas. Les autres créatures qui ont pas le First Strike, qui sont attaquants, ils vont gagner le marqueur +1/+1 avant d'infliger leurs dégâts. Tout à fait. J'attendais juste que tu dises cette spécialité-là. J'étais comme, faut qu'il le dise, faut qu'il le dise. Ouais, parce que justement, elle a le First Strike. Donc, elle fait ses dégâts avant les autres créatures. Bon, sauf les autres créatures avec le First Strike, évidemment. Ils vont pas profiter, tout comme Drana. Mais les autres qui n'ont pas le First Strike vont directement profiter du marqueur +1/+1 pour faire un dégât de plus. Simplement. Donc, évidemment, il y a quelques créatures avec la célérité là-dedans. Il y a un chien, par exemple, dans War the Spy qui est un lifelink haste pour un noir. On a également des créatures avec le Death Touch. Tu sais, des créatures avec des capacités d'évasion. Il y en a en noir. Oui. Tu sais, on a évidemment la menace. On a l'intimidate qui rend imbloquable sauf par la couleur correspondante. Bon, là, en l'occurrence, ça serait juste du noir ou des créatures artefacts. Le Fear, pareil, bien sûr que là, c'est tout le temps juste des créatures noires ou des créatures artefacts. Ou bien, justement, le Death Touch. Alors, je sais, j'ai répété, mais le Death Touch, c'est techniquement parlant, le monde veut pas bloquer des créatures avec le Death Touch, surtout si c'est des petites 1-1 à la con.
Effectivement. Surtout, Fait que là, ouais. tu disais quoi? Mais justement, surtout le fait que c'est des petites créatures de touch, puis le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de la bloquer parce qu'elle en est trop grosse, tu sais, avec Drana, justement. Ouais, ils vont être obligés de bloquer, mais dans tous les cas, ils vont perdre leur grosse créature. Ils n'ont pas le Et choix, voilà. là. Ben, il y a Mère Elk, Nightblade, qui donne justement le détente aux créatures avec un marqueur +1/+1. Hmm. C'est une créature qui vient de Kansas Archer? Thunderwire. Ou bien d'en Forge. Si je me rappelle bien. Ah, fait Revenge Joint, peut-être, ouais. Attends, je vais checker ça tout de suite, là. Merc. Donc, l'édition, c'était... Pas ça pantoute. Là, je viens de le taper, mais sur EDRH.act. Merde. Ah, merde! Ah! Excusez. Ah, il est apparu dans Conic Master, mais je sais plus. Bon, de la merde. Mais je pense que c'est Kansas of Tarkir, les autres. Ça. Parce Ouais, que c'est ça. Outlast, c'était une habileté de Kansas of Tarkir, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, le maire R qui peut un peu. Hey, salut Tony de Cat, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans cette chronique de Magic the Tatooine. Édition. Salut, Tony! Ah, tu viens de te réveiller? Ah. Au moins, normalement, t'es censé être en pleine forme, là, à l'heure actuelle. Donc, juste une chose, sache que le main Herc, qui fonctionne très bien dans Drana, ça peut constituer une forme de piège pour des personnes non attentives. Parce que, ces personnes-là, en gros, ils vont se dire, bon, je vais t'attaquer. Et s'ils font pas attention au fait que Drana a First Strike, et ben en fait, ils vont juste perdre toutes leurs créatures parce que les créatures qu'ils vont utiliser pour bloquer les créatures adverses, ils vont penser qu'ils vont pouvoir les bloquer sans problème, mais ils peuvent pas en fait. Effectivement. Ou ben ils peuvent, mais ils vont perdre leurs créatures en fait. Parce que Drana va donner un marqueur +1/+1 avant que les autres créatures fassent des dégâts, je le rappelle. Et du coup, grâce au meilleur, ils vont gagner le touch en même temps. Attention, personne peu attentive si vous voyez cette carte-là. Là, parce que ça peut constituer un petit piège. Voilà. Sinon, là-dedans, y avait-tu d'autres choses? Denied. Non, je pense que c'est tout en fait. En tout cas, évidemment, je peux vous montrer des cartes avec des capacités d'évasion. C'est ça, avec le Wither par exemple. J'ai oublié de vous le montrer. Corrosif, quelque chose. Celui-là par exemple. Donc, qui dit que les créatures noires que tu contrôles ont le Wither. Ça, c'est vraiment bon parce que ça permet de faire en sorte d'affaiblir les créatures adverses si, admettons, ils décident de bloquer. Et c'est encore meilleur avec des créatures First Strike, même si ils sont pas. Ils peuvent pas profiter du marqueur de +1/+1 immédiatement avec Drana, mais avec les créatures avec le First Strike, tu fais des dégâts avant, puis la créature en même temps, il perd la force, fait qu'il fait moins de dégâts que ce qu'il devait en faire en fait. Et voilà. Il y a vachement plein d'affaires intéressantes à faire avec Drana en tant que commander en mono noir. Je sais même pas si je devrais la jouer en tant que commander à un moment donné. Mais pour l'instant, j'en ai un petit peu trop à construire des decks de commander pour être honnête avec vous. Là. C'est un des problèmes. On a tellement d'idées qu'on construit des decks au pif avec des proxys partout pis tout, pis on finit par ne plus savoir quoi faire. Je veux dire, j'ai un deck Dimir de contrôle de cartes, avec des cartes qui disent je contrôle telle carte, etc. Puis ça fait 2 ans qu'il est pas encore fini, quoi. 2 ans qu'il y a encore des proxys dessus et que j'ai pas encore fini de le construire, en fait. Ben, des coups et tout ça. C'est avec le temps. Ah, bref. En tout cas, moi, j'aime bien Drana. C'est vraiment une très très bonne carte. Drana Liberator of Malakith, c'est vraiment une très bonne version de cette carte-là dans cette édition. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Non, effectivement, c'est quand même une bonne carte. Je dis, c'était une problème un peu plate, c'est que Drana a pas été tant joué que ça en standard, dans ce que j'ai vu. Mais effectivement, ou juste dans un deck, t'es pas nécessairement des besoins là en tant que commander, mais dans un deck tribal vampire, ça vaut à peine aussi. Là. C'est vrai, oui. En moderne, par contre, je sais pas si les tribal vampires vont volontairement s'en servir. Parce que c'est vrai qu'il y a certains tribaux qui sont moins mis en avant dans moderne parce qu'ils sont pas, malheureusement pas assez forts. Je veux dire, je pense justement au tribal vampire, mais aussi le tribal zombie, par exemple. Je veux dire, il y a de quoi faire, là.
Faudrait juste que Wizard mette un petit peu plus en avant. C'est comme ils l'ont fait avec Modern Horizon 1, avec les gobelins, là, où ils ont créé des gobelins vraiment forts, là, et qui ont réussi à enfin mettre en avant un tribal considéré comme plus casual, mais qui est aujourd'hui rendu fort. T'sais, le tribal gobelin, là, on Oui. s'entend qu'en moderne, c'est vraiment bon, là. Oui, effectivement. Ça a toujours été depuis que c'est sorti. Même que c'est revenu avec Modern Horizon 1. Ah oui, comme je l'ai dit, en effet, avec le gobelin en flash 1 qui dit je fais un dégât à une créature égale au nombre de gobelins que je contrôle. T'as aussi Exact. le Sling quelque chose Commander Oui. qui dit hey, je vais créer 2 gobelins, je vais pouvoir les sacrifier pour t'infliger un. Puis il y a même le gobelin qui dit hey, mon top est révélé, puis il y a les capacités du gobelin qui est en question sur le top. Et tu peux jouer les gobelins du top. Ouais. Ce qui est plus drôle, c'est parce qu'il y a une combo infinie avec le Kikijiki Mirror Breaker en fait, je sais pas si tu savais. Yep. Oui, Ouais, tout à fait, tu fais infini de Confucius Snoop, puis après ça, avec le Sling Gang, tu sacrifies tout ouais, pour c'est le ça. drain. T'as des créatures qui permettent justement de tutoriser. T'as même pas besoin du Sling Game Command à plusieurs reprises. Non. T'as juste besoin d'une carte qui va aller le chercher puis qui va le mettre sur le top. Puis qu'après ça, c'est fini. T'as la possibilité de sacrifier tous tes bonhommes. Voilà. C'est cave de même, là. Mhm. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Encore. Cette feuille, j'en ai plus besoin. Et on va passer maintenant à la prochaine carte. Vampiric Rite. Donc, Vampiric Rite. Ah! Tiens! Ok, c'est bon. Vampiric Rite, c'est juste un enchantement qui coûte 1 noir. Et qui dit que. D'ailleurs, je vais vous montrer. Pourquoi je l'oublie. À toute fin de l'édition, il y a à toute fin des cartes noires. C'est la 124e. Voilà. Donc, Vampiric Rite, un enchantement qui coûte qu'un noir. Et qui dit, pour 2 dans un noir, tu sacrifies une créature, tu gagnes un point de vie et tu pioches une carte. Yeah. Donc. T'en as-tu déjà entendu parler de cet enchantement-là, en fait? Oui, oui, tout à fait. Je voyais que c'était un bon moyen de faire du sacrifice pour après ça du pige carte. Le seul défaut que j'avais, c'était le fait que ça coûtait 2 mana à chaque fois pour piger une carte. Je trouvais ça assez cher. Puis que finalement, je pense qu'après ça, il y a quand même eu aussi beaucoup d'autres cartes qui sont venues la remplacer en tant de sacrifice athlète. Mais c'est intéressant du fait que c'est un enchantement qui permet d'avoir un sacrifice effect. Et surtout qu'en plus, c'est une coûte que 1 noir à jouer, donc très possible à mettre tôt. Et Tout à fait. bien qu'effectivement, il soit peu connu aujourd'hui, parce que justement, il y a peut-être des cartes en mieux. D'ailleurs, je sais pas, moi, il me fait penser à Arguel Bloodfast. C'est ça, en gros. C'est une carte qui est apparue dans... Oui. Ixalan. Exactement, Ixalan. Donc lui, il ressemble un peu, sauf que l'enchantement coûte un plus, sauf qu'au lieu de sacrifier des créatures, tu fais juste payer 2 points de vie, en fait. Et tu en gagnes pas, en fait. Donc ça fait un peu penser à cet enchantement-là, qui permet de faire piocher des cartes. Ça peut être intéressant, des trucs de piocher des cartes. Certains diront que Phyrexian Arena est meilleur. Je sais pas ce que t'en penses. Pas nécessairement, je te dirais là-dessus. Ben, Argyle Bloodfast, puis c'est quand même deux affaires différentes. Surtout, je te dirais qu'Argyle Bloodfast, le problème, c'est encore c'est pire. C'est 2, puis après ça, c'est 2 à chaque fois, puis 2 points de vie. Oui. Fait que Vampiric Rite, selon moi, c'est vraiment mieux. Argyle Bloodfast, tu jouais parce que t'avais pas d'autre choix. C'était la seule manière que t'avais de piger des cartes dans le temps de Ixalan standard dans le noir. C'est le bateau le plus efficace. Ouais, en effet. En effet, pour en revenir au Vampiric Rite, là, c'est plus une carte d'aristocrate assez peu connue. Je sais pas si je le mettrais dans mon deck mono noir aristocrate. Ça peut être intéressant, malgré tout. Je te dirais que ça dépend. Si t'as beaucoup de sacrifices de créatures ou d'effets qui sacrifient des créatures, Vampire Rise, c'en est peut-être un de trop. Mais effectivement, c'est vraiment besoin. Tu dis, j'ai besoin d'un sacrifice qui fait piger des cartes. Là, oui, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce que moi, de mon côté, j'ai un deck aristocrate mono noir que j'ai complètement. Que j'ai presque fini. Puis en fait, c'est un. Il se bat. Mes commanders, c'est littéralement 2 commanders. Il y a Sangdir, lui qui gagne 2 marqueurs plus substance à chaque fois qu'une créature meurt. Et le deuxième, c'est un Planeswalker qui s'appelle Tavetzaz. Et attention, je vais le dire en français parce que c'est vachement cool en français. Tavetzaz, traite pas des imbéciles. Ok, c'est quand même assez cool. Oui, il y a des cartes françaises qui sont cool. J'en sais quelque chose.
Oui, C'est vraiment effectivement. dommage qu'elle n'ait pas eu l'occasion de l'avoir en. Voyons, en français. Mais si j'en trouvais en français, là, même non feu, je le prends direct. Parce que Mhm. c'est vachement cool. Bref, dans un deck comme ça qui met au moins 2 créatures par tour avec son +2, je pense qu'un Vampire Aigret, ça peut être pas trop pire non plus. Là. En plus, c'est Effectivement. peut-être. En plus, ça devait donner un petit point de vie. Des fois, ça a l'air de rien, mais les petits points de vie, surtout en moderne, bon, en moderne, ça ne sera pas joué, mais ça peut faire la différence. Surtout si on le fait, tu sais, si on le compare ça avec Argyle Bloodfast, tu sais, Argyle Bloodfast fait perdre des points de vie. Vampire Rag fait gagner des points de vie puis piger une carte. Exactement. Il est bon dans Aristocrate parce que ça avait vie des créatures, donc ça déclenche des triggers de n'importe quel truc qui te fait sacrifier des créatures. Tout à Bref, fait. ça peut être une carte intéressante. Fait que je vois. Ouais, je pourrais l'essayer. Je pourrais un jour l'essayer dans mon. Je le mettrai probablement après la fin de cette vidéo parce qu'une fois que j'aurai analysé l'édition, je vais enfin Ouais. pouvoir sortir ces cartes-là de là. Puis au pire, si je le réanalyse un jour, genre un an plus tard, parce que oui, j'ai oublié de le Mhm. préciser, mais sachez qu'une fois que l'édition sera finie, je vais tout simplement mettre un time code pour dire je l'analyse pas avant tel nombre de temps. Parce que ce serait un peu poche de réanalyser l'édition 2 semaines après, par exemple. Ben, je viens de te dire que si t'arrives à 300 followers, il va falloir que tu la refasses. En fait, ouais, c'est vrai que c'est leur Parce que faire, l'édition qui est moderne, les gars. oui, mais là, on parle juste de. Dans le cas des 300 followers de la tier list, c'est juste dans le cas du moderne. Et ça va être Mm. surtout des mentions de cartes intéressantes dans cette édition-là, puis mon avis sur Ah, ok, ouais, je comprends, ouais. ça, tu sais. C'est par exemple, admettons que je dis, je prends telle édition, puis je le mets dans les plus importantes pour X raisons, pour telle raison. Je vais pas faire l'analyse de l'édition au complet, là. C'est juste en Non, termes de effectivement. moderne. Et surtout, Ah, ok, là, je parfois comprends, en ouais. termes de moderne actuel. En tout Oui, cas, surtout. Surtout. oui. Fait que là-dedans, là, dans la tier list que je vais faire avec les 300 followers, c'est oublier le Commander multijoueur, oublier le Legacy, oublier le standard. Bref, ça là, c'est out. Ça là, ça n'a pas rapport, c'est juste de moderne dont on parle. Mais bon. On a fini avec Vampiric Tutor, parce que là, on commence encore une fois à embarquer dans les hors-sujets, mais c'est pas Non, très grave. non, Vampire Tutor, c'est pas dans Blood of Zendikar, c'est Vampire Rights. Ben, oui, je me suis trompé de mot, en effet. Par contre, une autre carte d'aristocrate beaucoup plus connue cette fois-ci et qui est vachement fort. Je pense que je vais te laisser deviner en fait dans Greens. Là, on est quoi là dans le. Là, on est On est toujours dans le bleu, noir là. noir. C'est une carte Dans le d'aristocrate noir. déjà beaucoup plus connue qui est dans le noir. Ah, ben oui, Zilapart Cutthroat. Exactement, oui. C'est bien évidemment le fameux Zulaport Cutthroat. Première fois qu'on le voit dans l'histoire de Magic the Gathering. Mhm. Donc le voici, je vais vous le montrer. Donc le voilà. Tout deck d'aristocrate doit avoir un Zilapart Cutthroat dans son deck. Et aussi un Blood Artist. Oui, oui, évidemment, évidemment. Le Blood Artist, c'est quasi indispensable et tout. Oui. Donc, le Zulaport Cutthroat, un 1 pour 2 dans un noir, qui dit quand une créature que vous contrôlez meurt, ou ou lui-même, eh bien, chaque adversaire perd un et tu gagnes un. Alors, ça là, c'est bien évidemment le fait que tu sacrifies des créatures pour gagner des points de vie et le fait d'en faire perdre à tous les adversaires en même temps, ce qui est bien évidemment indispensable pour n'importe quel deck en multijoueur. Et qu'on peut. Et je dirais même que dans un sens, il est meilleur que Blood Artist, parce que le Blood Artist, certes, il fait des dégâts quand n'importe quelle créature meurt. Le problème, c'est que c'est juste un joueur ciblé. Mhm. Et que c'est pas toi qui contrôle le fait que les créatures adverses meurent, à part quand tu fais des Vrasboards et tout. Ben, faire des Vrasboards, ça veut aussi dire perdre ton Blood Artist arrière. Ouais, true. Mais bon, ça, on va pas essayer de dire lequel des deux est meilleur, parce que dans tous les cas, quand tu joues aristocrate, tu mets les deux concrètement. Là. Oui. C'est aussi bête que ça, tu mets les deux en même temps. N'importe qui joue à aristocrate, tu vois forcément. En plus, ça, la porte Code War, il est juste à 3 pièces à l'heure actuelle sur Face to Face. Au moment où je vous parle, bien entendu. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire? Juste dire que quand même Zilapart Cutthroat fait, mettons, bien sa job. Je dirais que Zilapart, comme si c'était une rébellion.
pour moi, je trouve quand même une révolution d'un deck aristocrate. Puis juste, même en standard, c'était joué. En moderne, ça a été essayé. C'est comme vraiment que le fait que ça, comme dit, ça drain. C'est juste les créatures, oui. Mais en Commander, c'est tous les opposants. Fait que tu te casses pas la tête, c'est tout le monde perd de la vie en même temps. T'sais. Exactement. C'est partagé, hein. Tout le monde est en égalité ensemble. Et voilà. Tu sais, n'importe quel deck aristocrate, ne serait-ce que Teysa Karlov, par exemple. Teysa Karlov qui va doubler les triggers. Donc t'as juste à sacrifier 20 créatures pis t'as déjà tué tout le monde, là. Et voilà. C'est juste cave de même. Pis si ça avait été des dégâts, ça aurait été encore plus fort parce que t'aurais gardé encore plus de vie. Oui, tu peux, ça aurait été lifelink, c'est vrai. Ouais, mais là, c'est juste tu peux chaque Ah, c'est Tekken, c'est vrai, c'est Tekken, ça. Non, ouais, c'est vrai, c'est juste les... Ouais, en effet, c'est juste les tokens qui ont lifelink. Mais, le fait que le double de trigger de créatures qui meurent, c'est vachement cool dans ce deck-là. Évidemment, je l'ai mis dans mon deck d'aristocrate mono noir, c'est indispensable dans ce deck. Évident, 400 000 là. Oui. Vous avez pas Culture? Ouais, non, c'est sûr. T'as Blood Artist de la part de Culture sont mieux. Avant, tu jouais Falcon Rat Noble. Mais Falcon Rat Noble, le problème, c'est qu'il coûte 4. Ce qui fait que dans un deck aristocrate, ça fait beaucoup de mal. Peux-tu me... Parce que j'ai jamais entendu le nom de la carte, en fait. Falcon Rat Noble, si je me trompe pas. C'est une 2-2 flank pour 4. C'est Falcon Rat? Noble. Ah, ok. Falcon Rat Noble. Ah, c'est ça! Ouais, c'est vrai que ça coûte 4 en effet. Fait que tu le Park Control l'a pas mal remplacé. Moi, je me rappelle dans notre deck de Meren, des choses comme ça. Je mettais Falcon Rat Noble parce que je fais un deuxième Blood Artist Effect. Puis, ben, le Park Control est juste mieux pour 2 mana de moins. Là. Littéralement, ouais. On s'en fout du vol, on l'utilise juste pour son effet de die. C'est ça. Puis en plus, Falcon Rat Noble, c'est target player également. Oui, effectivement. Oh! Donc, c'est vrai qu'on aurait pu parler plus longtemps de Zulapod Cutthroat, mais il y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Bon, le deuxième Planeswalker de l'édition, il est en noir, et c'est un démon. That guy. Yes, that guy. Probablement un des Planeswalkers les plus simples à comprendre et avec le moins de texte possible. C'est juste, il y a tellement... Quand même, hein? C'est vrai. Il y a vraiment pas de texte. C'est niaiseux de même, là, mais... Il y avait vraiment pas beaucoup de texte pour un Planeswalker à cette époque-là. Simple, mais efficace. Voilà. Un beau Planeswalker. Je me rappelle... J'adore. Je suis un grand fan d'Omnixilis. La raison pourquoi, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas Omnixilis, Omnixilis est un démon qui a reçu un Spark, justement. Moi qui étais un grand fan de démons, surtout que quand j'ai commencé à jouer Commander, mon premier deck Commander, c'était le deck mono noir préconstruit de démons, justement. En fait, techniquement, dans l'histoire, c'est un humain qui a été transformé en démon par Liliana. True. What? Ah, ça, je savais pas. Ouais, c'est Liliana qui l'a transformé en démon. Oui, c'est vrai ça. Turnell a un bon point là-dessus. Son effet est un effet que tu donnes un emblème. Je pense que il y a eu Chandra plus tard, mais je pense que c'était dans les premiers aussi qui donnait un emblème à un adversaire. Ah, peut-être, oui. Donc, déjà, on va décrire ses effets. Donc, il coûte que 5, dont 2 noirs. En gros, sur plus 1, tu pioches une carte et tu perds un point de vie. Voilà. Moins 3, tu pètes une créature. Voilà, c'est parfait. Ben, c'est ça. Mais le problème, c'est quand même assez bon du fait que justement, qu'est-ce que tu veux dans un deck, justement, dans un. Non, je vais dire là. Dans un Planeswalker, c'est une manière de se protéger. Détruire une créature, c'est une manière de se protéger. Donc, oui, c'est un des effets qui fait comme ah oui, c'est un bon point. T'sais. Puis ils sont moins vite, effectivement, comme tu le précisais, ça donne un emblème à un joueur. Puis ça dit juste, quand un joueur pioche une carte, tu perds 2. Bon, c'est un peu une sorte de malédiction, mais impossible à enlever. Et voilà. C'est encore pire si t'as des adversaires qui piochent beaucoup de cartes, comme des decks bleus, par exemple. Oui. Voilà. T'as un Planeswalker qui est simple à comprendre. Puis je pense que si tu veux initier quelqu'un à Magic puis tu veux lui faire jouer des Planeswalkers,
peut-être un Omnixilis, ça ferait parfaitement l'affaire. Oui, tout à fait. C'est super simple à comprendre. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas trop de texte avec laquelle on se casse la tête. Génial. Non, tout à fait. Oui. Puis d'ailleurs, c'était aussi une ancienne star du standard aussi. Ça a été un petit peu joué. Moi, je me rappelle, j'ai joué dans le temps, mais je jouais ça dans un totalement autre deck. Je jouais ça dans un Sultai Demonic Pack deck. Oh, le Demonic Pack! Celui où tu Yup. donnes le Demonic Pack à un moment donné, puis après ça, l'adversaire perd la game. Exact. Attends, je vais vous montrer Mais c'est quoi le Demonic le Pack. problème, c'est que dans le temps, vu que c'était Sultai, c'est noir, bleu, vert, la carte Armless Offering n'existait pas encore. Sur le tag bleu, noir, vert? Oui, exactement, c'est ça les couleurs, en effet. Oui, tu fait. Tu disais quoi, Dark Green, ou juste? C'est vrai que le faire, c'est que t'es Armless Offering, qui était une des cartes que quand t'es sorti, Demonic Pack était encore une carte qui était jouable, mais malheureusement, tu pouvais pas. Tu pouvais justement pas rien faire avec, du fait que. Le fait que Demonic Pack, tu pouvais pas le donner parce que dans le standard, il n'y avait aucune carte qui pouvait le donner. La seule carte qui pouvait le faire, c'était Armless Offering, mais c'est dans le rouge. Ah, ok. C'est un peu dommage, ça. Oui, ça fait. Sinon, si on peut mentionner le fait qu'il était, qu'il était vachement moins joué, voire pas du tout, dans les formats, jusqu'à l'arrivée de Cards de Lyon puis son deck Super Friends en Golgari. Oui, effectivement. Dans ce deck-là, il y a vachement la place pour lui, là. Le fait qu'il pète une créature, du coup, ça se protège les Planeswalkers. Le fait que ça te donne du carte advantage. Le fait qu'il peut arriver rapidement à moins vite, parce que... D'ailleurs, j'ai une question à te poser concernant Cards de Lyon. Je vais tout de suite vous montrer pour que le monde puisse comprendre c'est quoi. Donc, une carte qui est arrivée récemment avec Modern Horizon 2, mais en gros, mettons que je suis avec Omnixilis à 7 marqueurs loyauté. Qu'il y a moins 8. Est-ce que je peux faire son moins 8 ou c'est pas possible? Est-ce que tu as 8 cartes? Est-ce que tu as 8 marqueurs de loyauté? Non, il est à 7. Donc, t'as sûr que ça coûte moins 1. En fait, ça coûte plus non, 100 marqueurs. C'est ça. Le problème, c'est que non, c'est parce qu'il faut que tu aies le. Si je me trompe pas, faut que j'en vérifie avec Card de Lion. Allez, me semble que non. Faut juste que j'en vérifie pour être sûr. Parce que si c'est effectivement pas possible, ça veut dire que la tour de commandant a fait une erreur. Oui, parce que dans la vidéo où il présente Ok, oui, fait que oui, effectivement, non, t'as raison. Fait que oui, ça marche. Ah, ça marche? Ça marche. Tu peux faire moins 8 avec 7 marqueurs si il fait que ça coûte 1 de plus? Oui. Ah, ok. Pensez pas... Trouvez ça moins logique pour être honnête avec vous, mais effectivement, c'est quand même cool que ça marche. Donc, finalement, la tour de commandant n'a pas fait d'erreur. C'est une bonne chose. Parce que il expliquait justement cette règle-là, comme quoi tu pouvais être tellement plus vite et surtout faire son mettons son moins 7 alors qu'il est à 8, alors qu'il a besoin de 8 de marqueurs, mais que le fait que ça coûte plus 1, tu peux le faire. Il expliquait ça. Je pensais au début que c'était pas très logique, mais finalement, comme c'est les règles du jeu qui disent oui, c'est possible, ben voilà. Je suis content de savoir ça. Ça veut dire que Cards de Lyon est beaucoup plus efficace qu'il en a l'air. Ah oui, tout à fait. Ça, c'était une bonne chose. Et bref. Donc, Omnixilis, ça c'est fait. Ensuite, on a une autre carte en noir. Qui s'appelle Retreat to Agra. Donc, un enchantement qui est dans le même... qui est en fait... en fait, les Retreats, ça fait partie d'un cycle de cartes incommunes d'enchantement avec la capacité de Landfall qui dit que quand tu mets un terrain en jeu, tu déclenches quoi. Là, alors, autrement dit, dans toutes les Retreats, c'est quand tu as un terrain en jeu, tu choisis entre deux options. La première, c'est... Donc, ça coûte 3, dont un blanc. Excusez-moi, je vais aller chercher la carte en question. Le voilà. Faut bien que je vous le montre, évidemment, pour vous prouver que je l'ai, et surtout pour vous le montrer en gros plan. Là. Allez. Voilà. Moi, j'ai une question pour toi, tu fais geek. Quand est-ce que t'es venu l'idée de faire des sets complets d'une édition? Quand j'ai commencé à jouer à Magic, à partir de Shadows of Innistrad. Ok. Tu faisais ça.
Excuse-moi si je t'interromps. Non, non, pas trop, pas trop. Non, ça fait juste de faire penser, fait ah, c'est vrai, ça veut dire que d'abord, toi, t'as commencé dans le temps de Channel Administrateur, fait que ces cartes-là, c'est des cartes que t'étais chercher plus tard parce que Battle of Zendikar, t'as pas joué dans le temps que c'était. Ben oui, c'était ça encore avec Shadow of Innistrad, mais je veux dire, t'as pas fait le limité de Battle of Zendikar, justement, quand c'est sorti. Là. Oui, en effet. Donc, en fait, donc j'ai commencé à Shadows of Innistrad. Oui, Battle of Zendikar, c'était sorti. C'est sorti avant Shadows of Innistrad. D'ailleurs, c'était même l'avant-dernière édition avant la sortie de Shadows of Innistrad. Entre-temps, il y a eu Out of Gatewatch, évidemment. Oui. Que je vais malheureusement pas parler parce que c'est une autre édition, évidemment. Mais tu l'as au complet, celle-là aussi, right? Non, je l'ai pas au complet, par contre. Yep. Ouais, je collectionne des éditions de mon choix, mais je collectionne pas le bloc au complet. Voilà, c'est bon genre un petit peu. Correct. C'est comme moi, par exemple, qui a décidé de collectionner Born of the God, qui est l'une des pires éditions de Magic, même s'il y a quand même les dieux qui sont intéressants là-dedans. C'est toutes des boutiques. Voilà. Je m'en suis rendu compte que quand j'avais presque fini l'édition, en fait. Que dans le temps, je checkais pas les prix pis tout, là, j'achetais des boosters parce que je voulais collectionner. En fait, à l'époque, c'était un peu avec la mentalité de mon père, qui collectionnait des cartes de hockey. Fait du coup, moi, je collectionnais des cartes de Magic. Puis à un moment donné, j'ai commencé à jouer au jeu bien avant de commencer à collectionner. Et comme Shadows of Innistrad, c'est la première édition que j'ai collectionnée, la première édition avec laquelle j'ai acheté des cartes, je voulais collectionner, comme mon père collectionnait des cartes de hockey. Et finalement, j'ai abandonné les cartes de hockey. Mon père en fait ce qu'il voulait. Et j'ai gardé mes. J'ai continué à jouer à Magic, là, jusqu'à aujourd'hui. Simplement. Et je continue encore aujourd'hui à collectionner des cartes de hockey, même si des fois j'achète des boosters, puis que des fois c'est pas une bonne idée d'acheter des boosters. Certains me le diront, mais c'est un peu mon péché, là. C'est correct en même temps. C'est juste que, comme dit, c'est juste que quand t'en as tellement ouvert dans ta vie, c'est comme t'es rendu à une autre étape où est-ce que rendu là, t'aimes aussi bien de juste aller puis d'y aller en mode draft, surtout. Là. Ou bien tout simplement les dévaler devant un public qui t'en regarde. Oui. Ça peut tout aussi bien aussi. Bon, pour en revenir à Richard's Agros, donc c'est un enchantement qui coûte 3 dons en noir, et qui en gros, à chaque fois qu'un land entre en jeu, t'as le choix entre deux effets. Soit tu donnes plus 1, plus 0, dead touch à une créature ciblée, ou chaque adversaire perd un point de vie et tu gagnes un point de vie. Le même effet donc que tu la portes code rare. Donc en gros, pour faire simple, c'est un enchantement qui est assez peu connu également, tout comme le vampirique, peut-être un peu le vampirique crit aussi, mais un petit peu moins connu parce que, tu sais, donner plus 1, plus 0 dead touch, c'est cool, mais tu peux pas le faire par surprise, à part avec un fetchland, évidemment. Et le gain d'un point de vie, ça peut être intéressant que dans des decks qui, effectivement... Ah! J'oublie des mots! Excuse-moi, je suis complètement perdu, là. Que dans des decks qui vont pouvoir utiliser pleinement le gain de points de vie ou doubler les triggers, en fait. Puis, pour te donner une idée, c'est assez peu joué. C'est joué dans des decks qui... Dans un premier temps, des decks basés sur l'entrée en jeu des lands, qui vont doubler les triggers, comme par exemple Yarok. On se le connaît, c'est lui qui double les triggers d'entrée en jeu de n'importe quel permanent. Ou ben Belb, Corrupted Observer. Ça, c'est vachement drôle parce que Belb, c'est ça en gros. Belb, en gros, c'est une 2-2 pour un noir et un vert. J'ai fait un peu de vaisselle aussi. Ah, ok, c'est correct. Très cool. Donc, Belb, c'est ça. C'est quand même vachement cool dans ce deck-là, mettre un Return to Aggro. Parce qu'en fait, le principe de ce deck-là, c'est chaque joueur, après la phase de combat, au début de la phase après combat, donc le post-combat phase, il gagne 2 mana incolores pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie. En fait, c'est calme, tout ce que t'as à faire, c'est bon, j'ai ces 3-4 en jeu. Là, tout le monde perd un point de vie. Et après ça, à la deuxième phase, 6 mana incolores. Donc, t'as juste à poser intérêt que t'as 6 mana à ta deuxième phase. C'est juste cave de même. Parce qu'évidemment, tu mets ce genre d'effet-là. Tu mets des cartes comme ça, certes, qui vont permettre aux joueurs d'en profiter, mais qui vont surtout permettre à toi d'en profiter plus. C'est ça le principe d'un deck. Celle-là. Et avec Return to Aggro dans ce deck-là, c'est vachement cool. Et pour le côté mettre plus 1 plus 0 dead touch, en fait, ça sera plus joué dans
un petit commander qui s'appelle Orobi, qui vient de Kamigawa, du vieux Kamigawa. Le voici. 4-4 flying pour 4 dons de noir, qui dit en gros qu'à chaque fois qu'une créature se fait cibler par un sort ou une habilité, tu la détruis. Donc en gros, tu vas juste donner +1 +0 à une créature ciblée, et en fait, ça la détruit en fait. C'est des manières de casser des créatures de manière répétée. Bon, par contre, il faut faire attention parce que Orobi est assez fragile. Parce que lui-même, ça compte aussi. Mettons qu'il se fait cibler par de quoi, il se détruit aussi. Fait que tu peux même pas l'équiper avec des Sword of Boot parce que ça va le détruire parce que tu le cibles. Tu peux pas le cibler avec n'importe quel bot. Tu peux pas lui mettre d'équipement, tu peux pas lui mettre des auras parce que ça le détruit. Tu peux même pas lui mettre l'équipement qui lui donne l'indestructible parce qu'avant, il est détruit en fait. True. C'est juste niaiseux de même. Bref. Donc ça, c'est ça. Lui, il va plutôt exploiter le côté +1 +0 d'état juste pour détruire des créatures, en fait. Ah, très... ouais, je comprends, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Faut faire attention, par contre, parce qu'il est assez fragile. Et enfin, on va parler du premier Eldrazi. On va terminer par le premier Eldrazi. Je vais juste checker son nom. Le voilà. Ah, ok, le voilà. Attendez 2 secondes. Ring Tide. Décidément, les decks aristocrates sont. Non, c'est pas Smothering Tide. Excuse. Ah, Smothering Tide, non, c'est vrai, c'est pas lui, celle-là. Smothering Tide, c'est lui qui fait, qui fait les trésors. Smothering Time. Ah, le voilà. Donc, on va parler. Décidément, les decks aristocrates sont vachement gâtés ici dans cette édition-là parce que ça fait 3 qu'on parle là. De fait. Return to Agua, Vampire Écrite et Smothering d'Abomination. Donc, il est une 4-3 avec la capacité Devoid. Donc, Devoid, ça veut dire qu'il n'est pas coloré. Voilà. En même temps, c'est un Eldrazi, c'est normal. Donc, 4 dons de noir, 4-3 flying. Au début de ton tour, tu sacrifies une créature. C'est vrai que ça paraît poche un peu, mais il y a une capacité qui compense ce petit défaut. C'est qu'à chaque fois que tu sacrifies une créature, tu pioches une carte. Yep. Et ça, c'est assez merveilleux parce que, au pire des cas, tu peux sacrifier lui-même. Et donc, tu vas piocher évidemment une carte. Et surtout, tu vas arrêter de sacrifier des créatures involontairement. Si tu décides de sacrifier lui-même. Une chèvre. Oui, on peut sacrifier des chèvres. Sacrifier des goat tokens, c'est bien ça. Oh. Les goat tokens sont bons. Oh oui, sacrifier des chèvres au dieu païen. Présente-toi à nous. Ok. Donc, 4-3 flying. Vachement intéressant pour les decks aristocrates. Malgré le petit défaut qui est assez contraignant. Franchement, cette carte-là, je l'ai ignorée pendant plusieurs années. Puis je me dis, ah, c'est peut-être intéressant dans mon deck aristocrate. Surtout si je mets des créatures assez souvent avec mon Planeswalker. On t'avait dit à se trépant des imbéciles. Donc, franchement, super intéressant. Évidemment, il va être beaucoup plus efficace dans des decks où tu mets beaucoup de créatures, comme Proche par exemple. Donc Proche, tu le connais sans doute, c'est le fameux dragon qui... Son frère loin. Ouais. Lui qui met des kobolds en jeu. Ou Skyrider, non, Skyrider, ça fait partie de Proche. Ou encore Endrexar. Ça, c'est lui qui dit qu'à chaque fois que tu casses une créature, tu mets des SRAM, des petits tokens qui sont sacrifiables et tout, des créatures poubelles. Ça va être sacrifié, là. C'est bon. Donc, attends, je vais chercher le nom déjà. Endrek, voilà, c'est lui. Donc lui, c'est quand tu joues une créature, tu mets autant de trulles. Non, c'est pas des tyrannes, pardon, ce sont des trulles, pardon, je me suis trompé. Ouais. Donc, à chaque fois que... Ben, égal à la valeur de la carte jouée, il est obligé de sacrifier lui-même quand t'en as trop. Voilà, un peu comme si... Mais t'es si tu prends genre un Phyrexian Altar qui quand tu sacrifies une créature, tu vas mener de la couleur que tu veux, ben techniquement, toutes tes créatures spells te coûtent gratuit. Oui, c'est vrai! Ça, j'avais oublié. Ça, j'avais jamais remarqué ça, mais c'est complètement stupide, en fait, avec ça. Oh, wow! J'avais pas été chercher ça, mais maintenant que tu me le dis ça, c'est vraiment malade! Mais bref, donc Smothering Tide, c'est une carte que j'envisagerais de jouer dans mon deck aristocrate. Parce que ça donne quand même du carte avantage assez énorme. Tu fais juste sacrifier une créature, paf, tu pioches une carte.
Imagine quand t'en sacrifies plusieurs en même temps, tu pioches encore plus de cartes. Et au pire, tu sacrifies lui-même quand tu veux vraiment arrêter d'abuser. Motor Return, pour moi, c'est une bonne carte d'aristocrate. Toi, t'en penses quoi? Juste. Ben, je dirais que c'est quand même une bonne carte d'aristocrate. C'est sûr qu'un des problèmes qui va. Attends, on parlait de. Just Mothering Abomination. Oui, c'est pas le même, excuse-moi. Ben, je dirais que oui. Le seul inconvénient, c'est que si c'est ta seule créature qui te reste sur le battlefield, t'auras pas le choix de la sacrifier. Oui, en effet, c'est vrai. C'est le problème. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste que sur le long terme, souvent les gens ils vont se débarrasser de toutes tes créatures en fait, s'ils veulent que t'en aies plus en fait. Donc ils vont faire des Exact. fastboards et tout. Donc, pas si grave que ça en vrai. Ah, puis d'ailleurs, Mais ça, c'est des affaires. Mais le fait que, comme je dis, c'est que une des affaires qui est aussi bien importante à savoir, c'est que c'est pas au upkeep que tu piges une carte en sacrifiant une créature, c'est que si tu sacrifies une créature, tu piges une carte. oui, en effet. Ah. Ok, le rapprocher vachement près, ça devrait être correct comme ça. Voilà. Donc en plus de ça, si on regarde attentivement le contour de la carte, il y a quand même un design des contours un petit peu différent. Un peu comme des pierres runiques sur les Eldrazi colorés en fait. Dans les sorts d'Eldrazi colorés et tout. Ouais. Quand même joli. L'autre chose, c'est vrai. Je viens de penser quelque chose d'intéressant aussi, il faut qu'on pense aussi. Pour ceux qui jouent Commander, Devoid ne fait pas que tu peux jouer une carte quand même hors de sa couleur. C'est à cause du Mana Identity. Ce qui veut dire que si dans ton Commander, il n'y a pas de noir, tu ne peux pas jouer Smothering Abomination, point final. Ouais. Ça, c'est bien dommage, oui, en effet. T'as totalement raison là-dessus. Ouais. Fait que le Devoid, ça fait pas tout. Ah, c'est ça la moralité de l'histoire. Et voilà.